Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Bleach, hein. Comme vous le savez, la semaine dernière il n'y a pas eu de review parce que c'était les vacances pour ma pomme. Donc cette semaine on va faire un peu une double review et parler des épisodes 8 et 9 de Bleach Thousand Year Blood War. On est sur des épisodes plutôt sympathiques, hein, particulièrement le 9 qui montre des trucs très sympas. Mais je trouve que le rythme me paraît accéléré. Alors j'ai pas des souvenirs précis du manga à ce point-là, mais j'ai l'impression qu'on va très vite pour passer à autre chose. Bon, c'est ce qu'on va voir, on va en reparler, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, on va commencer un peu par l'épisode 8 qui nous présente un petit peu les retombées de cette première tentative, cette première incursion, invasion offensive des Sternritters et donc des Quincy, qui s'est avérée extrêmement meurtrière et qui a laissé énormément de dégâts derrière elle. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de gros capitaines qui ont été réellement tués pour le coup. Ou alors j'en ai raté, mais je crois pas, hein, vu que Byakuya a survécu à ses blessures, ainsi que Zaraki Kenpachi. Mais on voit bien que la Soul Society est un petit peu traumatisax, là, pour le coup. Donc j'aime bien, il y a une petite ambiance pesante, une petite ambiance, on s'est pris une branlée, qu'est-ce qu'on va faire? On a du mal à digérer la défaite, t'as Soifun qui pète un plomb, t'as tout le monde qui se gueule un peu dessus, le capitaine en chef Yamamoto est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le fuck? J'aime beaucoup l'ambiance. Il y a eu une phase intéressante avec les retrouvailles de Rukia et de Ichigo. Retrouvailles un peu chaleureuses malgré la situation. Et Rukia a une phrase intéressante, elle sent que ouais, Ichigo est blessé. Pas physiquement, on sent que physiquement il va se remettre, mais il a l'air d'être différent, d'être préoccupé par quelque chose. Et elle dit un truc du genre, il me semble, genre, j'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose, et c'est pas simplement son Bankai. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que oui, on revient à ce que je disais lors de la dernière review, il me semble, c'est que Ichigo a certes fait en quelque sorte fuir l'attaquant, mais il y a laissé des plumes dans le processus. C'est pas des plumes forcément physiques, hein, c'est-à-dire qu'il a été blessé certes, son Bankai est pété certes, c'est un problème, mais c'est surtout d'un point de vue mental qu'il a été un petit peu blessé, dans le sens où, souvenez-vous de l'arc Fullbringer, qui est beaucoup décrié, mais que moi j'aime bien. Parce qu'en fait, le personnage d'Ichigo, j'en ai parlé dans la dernière review, depuis le début, qu'est-ce qui le différencie en quelque sorte d'un Naruto, qu'est-ce qui le différencie d'un Luffy? C'est que Ichigo n'a pas de grand but dans la vie, n'a pas de grand but à atteindre, n'a pas de grande mission. Si, sa mission finalement c'est de protéger les gens qu'il aime, mais la quête d'Ichigo en réalité, c'est une quête d'identité. Il cherche à savoir qui il est, à trouver sa place dans le monde. Et l'arc Fullbringer parlait de ça, parce qu'en fait, suite à son combat contre Aizen, il avait perdu ses pouvoirs de Shinigami, et du coup, il ne savait plus qui il était. Est-ce que finalement, c'était ce pouvoir de Shinigami qui, pour lui, était qui faisait son identité. Donc, dans l'arc Fullbringer, ben, il le retrouve à la fin de l'arc Fullbringer, donc il hop, c'est bon, je suis un Shinigami, je connais ma place dans le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'empresse d'aller sauver la Soul Society, pas seulement parce qu'il y a ses amis dedans, mais parce que la Soul Society, c'est ce qui fait que c'est un Shinigami, et donc c'est ce qui fait qu'Ichigo Kurosaki est Ichigo Kurosaki. Sauf qu'il arrive face à Yuaba, et Yuaba lui fait « Non mais en fait, t'es pas un Shinigami, t'es pas un Holo, t'es un Quincy », il lui sort. Bon en fait, on apprendra plus tard qu'il a un peu de tout ça. Et donc le gars il fait « Merde, je pensais que je savais qui j'étais, mais en fait je sais pas du tout. Je sais même pas qui était vraiment ma mère. J'ai pas non plus tous les bails autour de mon père, parce que le père, on rappelle que le père d'Ichigo est aussi un ancien capitaine ou un ancien vice-capitaine des 13 divisions. Donc on se demande, finalement il se rend compte qu'il sait rien, et que même si tout ce sur quoi il avait bâti son identité est en fait un tissu de mensonges, donc il est réellement brisé. Donc quelque part dans ce délire, dans cette quête de réparer son Bankai, en réalité, il essaye de rassembler les pièces de sa vie pour découvrir
qui il est. Donc ça, c'est super intéressant, encore une fois. C'est la partie, vraiment, je crois, c'est la partie que je préfère dans toute cette dernière partie de Bleach. C'est le côté, on rassemble le puzzle, et ce qui va permettre, bon, c'est pas du spoil de dire ça, mais c'est le fait qu'il va rassembler peu à peu les pièces du puzzle, va le permettre de se transcender, parce qu'il saura enfin qui il est. Ça, c'est toujours très intéressant dans les histoires de type shonen neketsuesque. Oui. Cet épisode 8, c'est aussi l'introduction de la fameuse Division 0, hein, encore un élément du dernier arc qui a divisé. Hein. Il y en a qui disent que la Division 0, c'était très bien, d'autres disent que la Division 0 sert un peu à rien. Pour ma part, sans spoiler quoi que ce soit, de peu de choses que je me souviens, parce que je me souviens des grandes lignes, mais pas de tous les détails. Il est vrai, et on l'a vu dans l'épisode 9, que les 2 premières maisons du Zodiac, parce que on est clairement là-dedans, hein, je suis désolé, encore une fois, je vais encore faire un parallèle avec Saint Seiya, je suis désolé, le palais royal avec les 5 autres palais autour qui doivent l'escalader, là on a un arc du sanctuaire en mode entraînement, ce qui est quand même un truc assez original pour le coup. Mais bon bref, donc il arrive à la première maison, et vas-y, tu dois prendre un bain. En fait, j'ai l'impression que les 2 premières maisons, comme elles sont un peu OSEF, et effectivement, je me souvenais aussi qu'elles étaient un petit peu OSEF dans le manga, les 2 premières maisons, ils les ont passées super vite. C'est-à-dire qu'ils les ont passées en un épisode, quoi. Sans réellement s'attarder dessus, parce que finalement, il prend un bain et il bouffe, quoi. On s'en bat un peu les couilles. Et c'est là que je trouve que le rythme s'accélère. Mais est-ce qu'il s'accélère pour le mieux ? Je sais pas, parce que si tu suis un peu ce que je dis depuis le début de ce retour de Bleach, même avant quand ça avait été annoncé, c'est que pour moi le gros problème en manga hein, de ce dernier arc, en tout cas de la dernière partie du dernier arc en tout cas, c'est justement le rythme, c'est-à-dire que ça avançait pas des masses, c'était vraiment combat, mais que l'intrigue en elle-même n'avançait pas des masses et que le rythme était un petit peu insupportable pour moi, des souvenirs que j'en ai, parce que c'est une lecture qui date de 1 an et demi, 2 ans, mais quand même, la dernière lecture j'avais déjà lu avant, mais j'ai relu entre temps, bref. Et là, j'ai l'impression qu'ils passent les trucs un peu chiants. C'est-à-dire que, ouais, le coup des... Alors, certainement, ceux qui connaissent le manga pourront me dire plus, vraiment, s'ils ont fait des cuts ou pas. Il me semble qu'ils ont fait des cuts et des raccourcis, et que l'histoire du bain est passée en 2 spi, et l'histoire de la bouffe aussi est passée en 2 spi. Et à mon avis, dans le manga, c'était un peu plus développé que ça. Mais en même temps, est-ce que c'est super intéressant? Est-ce que c'est super indispensable de savoir que la grosse, elle utilise sa pression spirituelle, elle maigrit, elle devient une bonasse? On s'en bat un peu les couilles, en fait. Donc c'est pas si gênant que ça, mais ça fait un rythme bizarre quand même au final. Si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière par rapport au passé d'Ichigo. On a un petit aperçu de quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on revoit Ganju et sa sœur, j'ai oublié le nom de sa sœur. Celle qui a un bras et des gros nibards là, qui envoient des fusées. On voit aussi les Fullbringers, certains des Fullbringers qui se retrouvent à la Soul Society, ce qui est logique vu que c'était des humains, ils sont morts, donc ils sont à la Soul Society finalement. Et il dit oui, je vais l'envoyer avec la Division 0 dans le palais royal. J'espère que notre cousin non, notre oncle nous en voudra pas. Et là, on voit de dos, on voit Ishin, il me semble, Ishin Kurosaki, je crois que c'est ça son nom. Donc le père d'Ichigo. Donc on se dit, ah putain, Ganju et tout, c'est les cousins d'Ichigo Kurosaki. Donc déjà, on a un petit morceau du puzzle familial d'Ichigo qui nous manque et qui lui manque aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi. Oui. Bon, ce qui nous amène à l'épisode 9, hein, même si j'en ai déjà un petit peu parlé avec toute l'histoire du bain, qui est vraiment un peu osef, et l'histoire de la bouffe qui est un petit peu osef aussi. Bon, le seul truc vraiment intéressant qui est, comment dirais-je, qui est présenté, c'est le fait que pour faire partie de la Division 0, il faut être un Shinigami qui a inventé quelque chose d'utile et d'immuable au sein de la Soul Society, genre la grosse, je vais l'appeler la grosse, c'est pas bien, c'est grossophobe, mais j'ai le passe. La grosse, elle a fabriqué elle a inventé les âmes artificielles, donc l'arme de Kon. D'ailleurs, Kon fait son petit retour aussi. C'est Kon ou c'est Kon? Je sais plus. Kon. Kon, c'est dans Bleach, c'est dans Blue Lock. Kon qui fait son petit retour aussi, donc qui est donc une âme artificielle, hein, pour ceux qui auraient loupé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, ils vont se rendre. Par contre, je sais plus si elle a dit ce qu'il avait, l'espèce de mec avec sa banane, qu'est-ce qu'il avait inventé, par contre. Il a pas inventé les mains. Il a inventé quoi, lui? Faudrait nous l'expliquer, que j'ai pas très bien compris, ou alors j'ai raté l'info. Et là, et dans la prochaine maison, et c'est là que ça va devenir intéressant, on va dans la maison, même si c'est plus un palais, dans le palais du gars qui a inventé les Zanpakuto. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que c'est des personnages qui sont très anciens, et qui n'ont pas l'air très vieux. C'est pour ça que je me pose la question, parce que même on voit la première Kampachi, la Unohana,
qui a l'air tout aussi jeune qu'il y a 1000 ans. Comment ça se fait que le Yamamoto, entre la première bataille contre les Quincy et maintenant, c'est devenu une momie, le gars? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, j'ai jamais compris pourquoi il y a des fantômes, parce que techniquement c'est ça, hein, les mecs de la Society, c'est des fantômes. Pourquoi des fantômes vieillissent? Enfin, c'est pas des fantômes, c'est des esprits. Mais bon, après, si tu commences à te poser ces questions-là, en fait, l'univers de Bleach n'a aucun sens quand tu commences à te poser des questions. Parce que là, pareil, ils sont attaqués dans le royaume spirituel et ils font de la chirurgie pour soigner des âmes, si tu veux. C'est un peu chelou, vu que c'est des âmes, vous pouvez pas faire, vas-y, on va utiliser l'énergie spirituelle pour les soigner, ou on va faire de la magie, ou un truc comme ça. Non, non, scalpel, don d'organes, transfusion sanguine, tout ce que tu veux. Je trouve ça un petit peu chelou en général, donc en tout cas, je fais une digression qui ne sert à rien. Mais l'univers de Bleach, pour moi, a toujours été, dès que tu te concentres un petit peu, tu fais, mais l'univers de Bleach, pour moi, n'a aucun sens. En vrai, t'imagines, tu meurs, le paradis ressemble au Japon féodal. Pourquoi, en fait? C'est chelou. En vrai, c'est chelou. Mais vas-y, admettons. Donc, oui, alors les deux premières maisons, je vais appeler ça comme ça, hein, les deux premières maisons, les deux premiers royaumes de la Division 0 sont pas vraiment super intéressants pour le coup. En revanche, les 2 ou 3 prochains vont l'être beaucoup plus. Notamment, je me souviens de la maison... pourquoi je dis la maison n'est pas dans Saint-Cyr? Le palais ou du gars qui fait les Zanpakuto. Très très intéressant. Très intéressant. J'ai franchement hâte de voir comment ils vont adapter ce délire-là, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je pense que la Division 0, ça reste quand même un truc assez intéressant. Mais en même temps, je suis partagé avec la Division 0, parce que autant ça apporte quelque chose, ça permet d'aborder quelque chose d'intéressant en termes de mythologie dans Bleach. Ça va permettre aussi d'aller plus avant dans l'histoire, la psychologie d'Ichigo. Mais en même temps, est-ce qu'on était obligé de tout expliquer? Ça, c'est toujours la question qu'on va se poser, et j'en reparlerai certainement au moment de l'épisode. Mais est-ce qu'on est obligé vraiment d'expliquer l'origine des Zanpakuto, l'origine des Bankai, tout ça? Est-ce que c'était obligatoire? Est-ce qu'il fallait pas garder une petite once de mystère? Mais bon, chacun aura son avis sur la question. Oui. Bon, le reste des informations plutôt intéressantes et plutôt cool, c'est que Kyoraku, je sais plus, le mec en chemise hawaïenne, le petit-fils de Yamamoto, devient le nouveau capitaine en chef et prend une décision, enfin plusieurs décisions assez atypiques. Il dit ouais, moi je veux deux vice-commandants, deux vice-capitaines. Et fermez vos gueules. Et en plus, je veux enseigner l'escrime à Zaraki Kampachi. Et les gens font « Ah, vous êtes malade, à l'époque, on l'a entraîné qu'une seule journée, on a dit on va arrêter, il va devenir trop puissant, on n'aura plus d'emprise sur lui. » Parce que le gars, à la base, c'est un psychopathe. C'est-à-dire que le gars, à la base, c'est un criminel. Ils l'ont mis en capitaine de division pour dire « Vas-y, t'es balèze, t'es en capitaine de division, tu pourras te battre contre des mecs balèzes. » Ils l'ont tenu avec ça, mais ils lui ont jamais appris à se battre. Parce qu'ils se sont dit, si le gars, il commence à maîtriser les techniques Shikai Bankai, on va être dans la merde. Ce qui est pas faux, hein. C'est-à-dire que le gars avec son sabre de base, sans savoir vraiment se battre au sabre, il a quand même défoncé 3 Sternritter alors que les Sternritter étaient en train de défoncer tout le monde. Donc ça c'était plutôt cool. Et donc j'ai dit bon, je vais le faire s'entraîner contre la première Kanpachi, parce que Kanpachi, je sais plus ce que ça veut dire, j'ai pas pris le temps de chercher. Mais c'est un titre en fait, je sais plus c'est lié à quoi. En fait dès que t'as un berserker de chaque génération, eh ben on lui donne le titre de Kanpachi. Ce qui est le cas de Zaraki, du coup, et de Unohana, qui était la première Kanpachi, qui était là à l'époque de la toute première génération des 13 divisions, qui était a priori, si on a bien compris, les plus fortes 13 divisions de l'histoire, qui étaient les premières, et qui ont participé à la première bataille, guerre sanglante contre les Quincy. Du coup, je trouve ça assez ironique que la meuf était une grosse psychopathe à la base, et qu'en fait, pour faire amende honorable, c'est-à-dire qu'elle s'est plus ou moins guérie de sa soif meurtrière, la meuf consacrait ses pouvoirs et son temps à soigner les gens. Je trouve ça plutôt sympa comme petit... Genre, ah, mais elle avait l'air toute gentille avec ses tresses devant ses boobs et tout, elle avait l'air toute calme, et puis en fait, non, elle passe en mode psychopathe, et je la trouve... le design de quand elle devient un psychopathe, je la trouve géniale. En vrai, elle fait plus peur que Zaraki Kanpachi. C'est quand même quelque chose. C'est une bonne femme et tout ce que tu veux, et pourtant, elle fait plus peur. Je trouve son design incroyable, son regard qu'elle fait. C'est pour ça que je dis que Tite Kubo, parce que quand je dis Kubo, on me tombe dessus, que Tite Kubo, je trouve qu'il est vraiment fort en chara design, parce que rien que son visage, tu comprends que c'est une psychopathe, c'est une grosse tarée,
et que le combat entre les deux va être foutrement sanglant, et tout ce qui va le mec qui en sortira vivant va devenir un monstre incroyable. Même quand tu vois que Zaraki se pointe, il a enlevé son cache-œil, alors que le gars, Kampachi du coup, le gars est tellement OP qu'il est obligé de s'affaiblir pour... il s'affaiblit pour que les combats deviennent intéressants. C'est-à-dire que le mec, il se met un cache-œil, il voit très bien, hein. Il se met un cache-œil pour niquer sa vision, il se met des clochettes sur les vaches. Bon, là, il les a enlevées, mais à l'époque de la Society, enfin, du premier acte de la Society, il avait des clochettes sur les vaches pour que son ennemi l'entende arriver. Le gars s'en bat les couilles, genre, vas-y, je me bats qu'avec un seul bras. Et après, on l'a vu, c'est à l'époque de Fullbringer, ça, je crois. Il a fait, ouais, d'habitude, je me bats avec un seul bras, mais vas-y, je vais essayer de tenir mon sabre à deux mains, on va voir. Et puis, il y a rien qui tape le truc à deux mains, il devient trop balèze. Ce personnage est n'importe quoi. Complètement n'importe quoi au niveau badassitude. C'est complètement débile. Mais en même temps, le développement est plutôt intéressant. Et j'espère que là, rien que le duel qu'on a vu était plutôt cool, même si, bon, ils auraient pu allumer un peu la lumière, parce que c'était très très sombre. J'ai franchement hâte à qu'on voit ce que cet entraînement va donner. Ça risque d'être vraiment très très stylé et très intéressant, parce qu'on rajoute aussi à la mythologie de Bleach, qui est ma foi très intéressante, même si quand tu réfléchis, l'univers, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas, c'est cool. Oui. Donc oui, une fournée d'épisodes intéressants, au rythme assez inégal, mais je comprends, parce que s'il y a vraiment, comme disait la rumeur, 4 parties pour cette dernière saison, 4 parties de 12 ou 13 épisodes, ça veut dire qu'on approche déjà de la fin de cette première partie, et qu'il va falloir aller vite. Donc on va très certainement, je ne vais pas dire sur quoi ça va très certainement se terminer, mais en tout cas, va falloir aller vite pour aller directement aux éléments intéressants et prendre bien le temps de mettre bien en scène les éléments intéressants pour en faire une adaptation digne de ce nom. Pour l'instant, cette adaptation, même si j'ai pas tout à fait le manga en tête encore une fois, me semble plutôt réussie. On s'ennuie pas, ça va vite, c'est plutôt bien animé. Voilà, donc pour l'instant, encore une fois, on se régale. Voilà, même si on tombe un petit peu en pression, ce qui est normal, parce qu'on est dans l'après-coup de la première bataille et dans la préparation de la seconde bataille. C'est-à-dire que l'épisode 8, c'est un peu les retombées, hein, c'est on encaisse la défaite, et l'épisode 9, c'est on prépare le second round. Donc l'enchaînement se passe plutôt bien, même si le rythme par moment est un peu bizarre. Et je pense que c'est à dessein. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces épisodes 8 et 9 de Bleach. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus, pour mettre des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes, ce que vous avez pensé de cette review, ou tout simplement pour soutenir avec un petit commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro, et en attendant, que la passion vous guide. Oui.